En faveur de Bordeaux, outre l'habituelle solidarité, la performance tout à fait remarquable de quelques individualités. On pense d'abord à Tigana, talent, activité, tempérament. Tigana l'autre soir, c'était la grande classe. On pense également à Touvenel, Roche ou Vujovic et surtout à Ferreri. Sa rentrée en deuxième période s'avéra une fois encore décisive. Il permet ici à Stopira d'égaliser à 1 partout. Sur les 2 matchs, il y a alors égalité parfaite. Puis Ferreri, toujours lui, est à l'origine du pénalty obtenu par son équipe. Il restait alors un quart d'heure à jouer. Pénalty sur lequel Chiffaut n'est pas vraiment malheureux. Dans le bouquet que les Bordelais nous ont offert, il y avait un brin de chance. Cela ne gâte rien. Merci Bordeaux. Pour Metz et pour Montpellier, la bonne volonté. Résultat, Metz a été battu 2-0 par Anderlecht et Montpellier, avec ce but de Kuben, a perdu 3-1 à Lisbonne. Après les leçons reçues à l'aller, une évidence est confirmée, la bonne volonté en Coupe d'Europe ne suffit pas. Contre Monaco, ces sifflets sont éloquents. Face aux Islandais, les champions de France se sont contentés du minimum en assurant au maximum décevant. Difficile d'adresser un reproche aux Bordelais. Peut-être celui de ne pas avoir été assez attentif dans les premières minutes, ce qui a pu coûter ce but. Mais au coup de sifflet final, ce défaut était devenu un détail. Bordeaux, une fois encore, a impressionné. Contre Metz et contre Montpellier, le tirage au sort. Autant individuellement que collectivement, Benfica et Anderlecht se sont montrés trop forts. De telles équipes sont l'exemple du véritable niveau européen. Nos 2 éliminés n'ont donc rien à regretter, sinon d'avoir eu affaire à ses adversaires. Pas de chance. Quant aux rescapés, voici leurs prochains adversaires. Les Belges du FC Bruges pour Monaco et les Hongrois de Dozsa pour Bordeaux. Le hasard semble avoir plutôt bien fait les choses pour les 2 clubs français, d'autant qu'ils joueront le match retour sur leur terrain, cela dans 1 mois précisément. Bien, FC Bruges, Juspes Dozsa, 2 matchs qui s'annoncent passionnants, mais enfin, entre nous, c'est pas vraiment dans la poche. Et maintenant, clac, clac, belle fan de corps, vous en conviendrez, si, on enchaîne avec la soirée européenne et tous les buts, enfin, les plus beaux. En 51 rencontres de Coupe d'Europe, il n'y a pas eu, tenez-vous bien, de grosses surprises, tout au moins au niveau de la qualification. Seuls finalement les Finlandais de l'AJK Helsinki ont frôlé l'exploit. Cette équipe au maillot rayé bleu et blanc l'a en effet emporté 2-0 contre le FC Porto. Vous avez vu le premier, voici le deuxième. Le FC Porto, vainqueur à l'aller 3-0, l'a vraiment échappé belle. Les plus jolis coups de tête de la soirée. Ici, par exemple, une tête de l'attaquant suédois de Brage à Hellman, mais l'Inter de Milan a gagné 2-1. Et maintenant, des coups de tête espagnols avec Barcelone, qui s'est imposé facilement devant Fram Reykjavik 5-0. Il faut être courageux dans ce genre d'exercice, car parfois, vous le savez, on ne touche pas que le ballon. C'était le 4e but de Barcelone, voici le 5e, toujours de la tête, donc il est encore plus beau, en tout cas plus difficile à réaliser. Les têtes plongeantes maintenant avec ce but de Guetchov pour le Dynamo Dresde, vainqueur d'Aberdeen 2-0. On peut faire beaucoup de choses avec sa tête, réfléchir, assommer un adversaire, mais ce n'est pas très bien. Marquer ou sauver son gardien de but, comme ici, toujours dans le même match. Dresde s'est qualifié aisément et aurait pu même ajouter un 3e but sur ce joli geste technique de Kirster. Mais dans le genre, il y a mieux. Regardez par exemple Uralde lors de Bilbao, AEK Athènes. Superbe. Et le numéro 10 qui assure, on va d'ailleurs revoir le tout derrière les buts et constater au passage que le ballon a déjà franchi la ligne la première fois. Bilbao a gagné 2-0 et s'est qualifié. On retourne au match Inter de Milan-Brage, histoire d'apprécier les réflexes du gardien suédois sur ce coup franc de Lothar Matthäus. Les gardiens ont réalisé de grandes choses, comme toujours, même s'il y avait ici et là quelques boulettes, à l'image du gardien de but de Sparta Prague, qui fait un beau cadeau à Lakatus, joueur du Steaua Bucarest, qui s'est d'ailleurs qualifié, le Steaua bien sûr. C'est exactement la même mésaventure qui arrivera au gardien du Bayern de Munich contre le Legia de Varsovie. Le Bayern, déjà vainqueur au Stade Olympique 3-1, a écrasé le Legia 7-3, pas étonnant me direz-vous, avec de telles passoires. Erreur, mes bien chers frères, erreur. Regardez, détournement de mineur de ce même gardien de but, ou encore le réflexe de son vis-à-vis polonais un peu plus tard, encore que là, il s'en tire plutôt bien sur la fin. Mais que voulez-vous, il y a eu les fameux coups de canon sur lesquels on ne peut pas grand-chose. C'était signé Narvait. Autre missile, cette fois dans le match Dukla Prague Real Sociedad. Les Tchèques ne font vraiment pas dans le détail.
et vont encore le prouver en deuxième mi-temps sur cette action. Ils mèneront 3-0 dans cette rencontre, mais la Real Sociedad réduira la marque à 2 reprises et se qualifiera. La contre-attaque qui tue. La voici lors d'Ajax Sporting Lisbonne. Le tacle est un peu court et finalement Silas qui part de son camp, qui effectue une course de 40 mètres et qui à l'arrivée fait preuve de beaucoup de lucidité. Le lob qui tue une petite merveille. L'Ajax battu 2-1 est éliminé. Et maintenant la fameuse contre-attaque italienne. Ça y est, le ballon vient d'être intercepté par les Génois de la Sampdoria qui recevait Norrköping en Coupe des Coupes. Et là c'est le même scénario puisque Viali qui va faire mine de frapper en force va finalement jouer en finesse et lober le gardien suédois. 2-0, Sampdoria qualifié. C'était vraiment la soirée des lobes. En voici un dernier avec McAvenny qui donne un 3e but au Celtic de Glasgow qui a écrasé le Honvéd de Budapest 4-0. On a noté également dans ce match la super boulette. Et oui, vous allez rapidement comprendre avec le numéro 4 qui me paraît un peu raide. Et oui, McGee part seul au but. Le gardien détournera une première fois, mais les Britanniques, c'est bien connu, vont toujours au bout de leurs actions. Rijkaard, ici de face, le meneur de jeu du Milan AC, en raison de l'absence de Gullit blessé. Milan a écrasé Vitosha Sofia 5-2 et c'est d'ailleurs Rijkaard qui a donné le premier but à l'inévitable Marco Van Basten, héros de la soirée avec 4 buts. Le premier donc du gauche, le deuxième qui va suivre sur ce corner tiré par Donadoni sera également réussi du pied gauche, le troisième encore du gauche, mais le quatrième de Van Basten, le cinquième pour Milan, et oui, Verdi a mis aussi son petit grain de sel, sera inscrit de la tête. Malheureusement, nous n'avons pas reçu les images. Les chocs du prochain tour de la Coupe d'Europe, Milan AC, Étoile Rouge et surtout PSV Porto pour la Coupe des Champions. Pour la Coupe des Coupes, ce sera surtout la rencontre entre les Belges de Malines et d'Anderlecht, la Coupe de l'UEFA. Enfin, ce sera Juventus Bilbao si la Juve se qualifie dans son match retour contre les Roumains de Galatie le 12 octobre prochain. Et maintenant, la 15e journée du championnat de France avec un match du jour facile à trouver entre Monaco, qui s'est néanmoins qualifié, et Marseille a vaincu depuis 12 rencontres Monaco avec son super joueur. La dernière petite trouvaille vient du Tonnerre de Yaoundé et il s'appelle Wea. On retrouve sur place Pascal Pro. Le sommeil est revenu à Monaco après la qualification de mardi soir. Georges Weah, lui, était sans doute le seul qui ne l'avait pas vraiment perdu. Depuis son arrivée en principauté, il passe son temps à dormir 10 heures la nuit, 6 heures le jour, en fait les 2 tiers de la journée. Je dors beaucoup, bien. Je dors beaucoup et bien. Dormir, c'est très très important pour le joueur. Et lorsqu'il ne dort plus, évidemment, ça fait très très mal. À 22 ans, Georges est le premier joueur du Liberia à venir en France. Le Liberia, créé au 19e siècle par des esclaves noirs américains libérés, d'où son nom, recèle dans son sous-sol des diamants. Tiens, tiens. En tout cas, c'est là qu'Henri Biancheri est venu le chercher. Je l'ai découvert sur les conseils de Claude Leroy, qui est entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Je l'ai découvert à Yaoundé, puisqu'il joue au Tonnerre de Yaoundé. J'ai trouvé chez ce garçon d'énormes qualités, un très bon potentiel sur le plan physique et technique, et c'est toutes des qualités qui, je pense, peuvent être développées chez nous avec la qualité de nos entraîneurs. Wenger l'a bien compris, Georges dénote dans le milieu du foot, avec notamment une absence de pression avant les grands matchs. C'est un joueur qui vient d'Afrique et qui a besoin de soutien parce qu'il est livré un peu à lui-même parce qu'il n'est arrivé qu'il y a 2 mois. Donc il a besoin de peut-être d'un peu plus de sollicitude que les joueurs qui ont l'habitude de vivre ici. Face à Marseille, Marc Atlet n'a pas joué. Il a repris l'entraînement depuis le début de la semaine et sera encore un bon mois privé de compétition. Avec son retour, Weah sera sans doute l'étranger de trop entre Odell et Atlet. Absent également, mais cette fois de la dernière heure, Patrick Battiston, souffrant d'une élongation, avec en prime une interrogation: qui jouera libéraux? Du côté des retours, celui de José Touré dans le groupe des 13 et peut-être même comme titulaire, décision de Wenger au dernier moment. Quoi qu'il en soit, la fin du tunnel semble proche pour l'ancien Nantais et Bordelais. Je crois qu'il est sur le chemin du retour. Il faut maintenant reprendre confiance en jouant. Je ne sais pas exactement quand je vais l'intégrer, mais je crois qu'il est sur le chemin du retour.
Et c'est vrai qu'il n'est jamais facile de s'adapter à Monaco, à l'image de Fabrice Poulain qui a connu quelques difficultés, mais pour lui aussi ça va beaucoup mieux. Comme ça va beaucoup mieux pour Monaco tout court, à la veille d'une rencontre face à Marseille, qui pourrait être la passation des pouvoirs entre le champion en titre et son successeur. Marseille chez lui dans un stade Louis II plein à craquer, double paradoxe et 19 000 personnes à Monaco, c'est si rare que c'est un record. Réponse aux interrogations de dernière heure côté monégasque, José Touré va débuter le match et Fabrice Poulain retrouvera un poste de libéraux qu'il occupait lorsqu'il était à Nantes il y a de cela plusieurs saisons. Côté marseillais, Klaus Allofs, pourtant du voyage, n'était pas sur la feuille de match. Et les choses ne vont pas tarder puisqu'après 2 minutes seulement de jeu, Bijota récupère un ballon perdu par Eric Cantona, tête de José Touré pour Glenn Hoddle qui marque le premier but. Tout est superbe dans cette première action. Le centre de Bijota, la remise de la tête de Touré et le plat du pied de Hoddle. Et comme il ne va rien se passer durant ce premier quart d'heure, on se retrouve à la 20e minute. Ferrage séché par le roux, coup franc, un des premiers coups francs monégasque tiré par Amoros, arrêté par Gaëtan Huard, mais corner sur cette action. Une affaire de coup franc 4 minutes plus tard, cette fois c'est Glenn Hoddle, mais ce n'est pas mieux, c'est même plutôt moins bien, mais on ne sait jamais, ça marchera peut-être tout à l'heure. En tout cas, un très bon début de match de Hoddle. Il a tiré ce coup franc, la même action que sur le premier but, tête de Touré, mais cette fois pour personne. Monaco toujours dans le camp marseillais, mauvaise relance de Tis et interception de Luc Sonor, 1-2 avec VA, les défenseurs de l'OM étonnamment figés. Mais Sonor a manqué totalement sa frappe. Marseille réagit au bout d'une demi-heure, Tis a centré, Touré manque sa tête et Jean-Pierre Papin son tir. Comment Papin n'a-t-il pas pu égaliser sur cette action? En tout cas, la balle de match de la première mi-temps, puisque ce sont les Monégasques qui vont se mettre à l'abri juste avant la mi-temps. Au départ, coup franc, Amoros glisse à Hoddle, de nouveau Amoros et tête de VA. Les coups francs ont fini par payer. Mais il y a de quoi s'étonner sur la passivité de la défense de l'OM. Si VA manquait, Touré pouvait lui aussi marquer. Et on va terminer ces premières 45 minutes avec un petit quelque chose sans doute sur Diallo, c'est sûr, prise en sandwich par Poulain et Amoros, mais vu d'en bas, vous allez le voir, c'est beaucoup moins évident en fait. Il semble que Poulain et Diallo se poussent mutuellement. Mi-temps, la police fait le ménage dans les tribunes entre supporters de chaque côté. Et Marseille va de nouveau si mal débuter cette deuxième période. Première attaque monégasque, Hoddle au coup franc et Fofana plus rapide que Tis, lobe Huard. Une soirée des plus difficiles pour Gaëtan Huard, peu habitué cette saison à prendre autant de buts dans le même match. 3, ça n'était jamais arrivé depuis l'ouverture en juillet dernier. Je pense que ce soir, on a complètement tous loupé notre match. On est passé complètement à côté. C'était un naufrage collectif et je crois qu'il faut vite se remettre en cause et redescendre un peu de notre première place. On était d'ailleurs, on est descendu et se remettre vraiment en cause et rattraper ce faux pas. Dès lors, il n'y a plus de match et les Monégasques auraient pu l'emporter 5, 6 ou 7-0 sans qu'il n'y ait rien à redire. Ici, c'est encore VA, mais au-dessus. Au bout d'une heure de jeu, Fofana grille Tis à la course, mais pousse un peu loin son ballon. Et pendant ce temps-là, l'Olympique de Marseille, complètement hors du coup, collectivement bien sûr, mais aussi la fatigue pour Eric Cantona ou Jean-Pierre Papin. Évidemment, ça peut arriver avec l'accumulation des matchs. Fin de rencontre, reste une dizaine de minutes et toujours aussi rapide. Ferrage avec un moteur dans le ventre, il y a du monde au milieu, VA au-dessus. Gérard Gilly connaît donc sa première défaite en Division 1. Il fallait bien que ça arrive un jour face, il est vrai, à une très bonne équipe de Monaco. Dib, VA, Hoddle, Poulain et même José Touré ont rendu Gérard Gilly très très malheureux. Plus que la défaite, c'est surtout la manière dont nous avons raté le match qui est un petit peu décevante. Maintenant, le résultat ne se discute absolument pas. On est tombé sur une équipe de Monaco tout à fait remarquable, très agressive. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. Voilà, champagne. Champagne pour l'homme du match, Jean-Marc Ferrage. Bien sûr, on aurait pu choisir tout aussi bien Hoddle, auteur d'un but et à l'origine des deux autres. Mais l'Anglais a levé le pied en deuxième mi-temps, ce que n'a pas fait Ferrage et son turbo avec une activité incessante durant les 90 minutes. Et en plus, Ferrage n'a pas joué à son poste habituel, il est ailier droit. Cette fois, il a évolué au milieu de terrain. Je crois que ce soir, l'entraîneur peut être content de son équipe et de tous les joueurs de l'équipe.
Bravo donc à Monaco et cette défaite de l'OM finalement fait l'affaire des deux autres leaders, Auxerre et le PSG. On commence donc par le Parc des Princes, pas vraiment la grande foule. Côté tribune, on s'occupe comme on peut avec le programme, et côté pelouse, les assouplissements pour les joueurs de Strasbourg, alors que Safet Suzic, lui, préfère tâter un petit peu le ballon. Quant à Michel Bibard, eh bien, il y a un petit problème. Ah, voilà, c'est l'oreille. Ce n'est pas bien grave. Nous sommes maintenant en tout début de partie, et déjà remarquable ouverture de Suzic pour Daniel Xuerem, mais visiblement il y a un blocage depuis le fameux France-Norvège où Daniel Xuerem s'était retrouvé, vous le savez, dans les mêmes conditions et il avait échoué. Un petit peu plus tard, un corner pour le PSG avec Suzic et une tentative de l'extérieur du pied gauche de Christian Pérez. Il ne manquait pas grand-chose, mais Strasbourg fait quasiment jeu égal. Regardez, joli grand pont de Medj devant Bibard et Joël Batz qui s'interpose une première fois. Ce n'est pas terminé. Ferry maintenant, un joli relais avec Pita, il est sur son bon pied, le gauche, Batz qui détourne et finalement Medj qui veut assurer de l'intérieur du pied. Un match assez équilibré, mais une erreur de Jean-Pierre Batz juste avant la mi-temps qui profite à Safet Suzic qui est déséquilibré dans la surface. Penalty et but de Gabriel Calderon. Donc juste à la 43e minute de cette partie, ce sera d'ailleurs le score final. Pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent en deuxième période, hormis cette occasion pour Xuerem, mais je vous l'ai dit, c'est dans la tête que ça se passe, docteur. Et côté loge, eh bien, les belles blondes s'ennuient un petit peu. Et côté Strasbourg, la situation n'est pas encore désespérée, mais presque. Léonard Specht, on dirait que Strasbourg ne voit pas le bout du tunnel. On ne peut pas dire que vous êtes vraiment dominé dans les matchs, mais à l'arrivée, vous perdez toujours. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Je crois que ce qui nous a manqué ce soir, c'est peut-être un peu de réalisme. Je crois que, mais depuis le début de saison, on manque de réalisme. On a fait une bonne première demi-heure, mais après on a fait une erreur qui nous a été fatale. Je suis désolé, mais on dira ce que l'on voudra. Saint-Etienne, bien que mal classé, attire toujours la grande foule et même certains supporters, vous les avez reconnus, là tous en vert. Et c'est Saint-Etienne qui se met le premier en évidence avec cette tête de Mendy détournée par Martini sur le poteau. Ensuite, il y a un corner, c'est un peu confus. Le ballon arrive et finalement Darras et Montzuc se gênent. Thibeuf est revenu à la pointe du combat avec Saint-Etienne. Et ici, cette erreur de Martini aurait pu profiter à Garande. 0-0 à la mi-temps. Saint-Etienne tient le bon bout, semble-t-il. Mais à la 49e minute, belle ouverture de Mlinaric pour Cocard, qui fait preuve de beaucoup de métier. De l'intérieur du pied droit, 1-0 pour Auxerre, qui se créera les meilleures occasions dans cette deuxième mi-temps. La plus nette, la voici. Encore Mlinaric, mais Montzuc glisse et finalement Vaihura n'est pas aussi à l'aise avec son pied droit. 89e minute, oui, il est bien parti dans le dos de la défense centrale stéphanoise. Barré, il redonne à Montzuc, qu'il avait alerté la première fois. Score final, 2-0 pour Auxerre. Le TFC ne marche pas très fort et ça tombe mal car hier soir, les joueurs de Toulouse qui s'échauffent là actuellement recevaient Nice qui évidemment dans le même temps marche très très fort mais réussit moyennement à l'extérieur. On va voir tout cela avec Martin Zara. I am yours, you are mine, you are what you are. Climat de crise à Toulouse. Le décor, un stadium bien peu rempli, à peine 10 000 spectateurs. Les mauvais résultats du TFC ne mobilisent plus le public. 4 nuls consécutifs à domicile, 7 matchs sans victoire. Les Marsico, Rocheteau ou autres passifs sont bien loin de leur réputation. On parle même d'une possible éviction de l'entraîneur, mais pour la direction du club, les premiers responsables, ce sont les joueurs. Je crois qu'il faut considérer l'international lorsqu'il a une dizaine de caps et non pas après 2 ou 3 caps. Je crois que c'est peut-être un peu ce qui nous a desservi. Message bien reçu, première minute, combinaison Paillard-Marsico et un tir de l'Argentin bien cadré. Réaction niçoise avec un débordement sur la droite de Ndioro. Il n'a pas grand-chose à faire, sinon poursuivre son action, mais là, Huck est bien placé. Le défaut de Toulouse, trop s'appuyer sur Marsico. Gérald Passy, c'est vrai, est en petite forme et le coup franc de l'Argentin passe au-dessus. Je ne peux pas tout faire, semble-t-il dire. Une demi-heure de jeu, un tir de Franck Passy contré, récupéré par Delpech, une superbe frappe et un bel arrêt de Pifto. À quelques minutes de repos, Rocheteau s'échappe sur la gauche. Son centre est renvoyé par le gardien niçois qui doit s'y reprendre à 2 fois pour écarter le danger.
à la mi-temps 0-0, un match de moyenne qualité. Alors, pour tenter de l'emballer, Kidiatoulin, le libéraux soviétique du TFC, va multiplier les montées. Après le repos, c'est Bosser qui le stoppe tout à fait régulièrement dans la surface. Quelques secondes plus tard, nouvelle occasion toulousaine. Un centre mal renvoyé par Pifto et une reprise de volée de Payard, l'un des meilleurs Toulousains hier soir et l'une des meilleures occasions du TFC. Nice reste cantonné en défense et déçoit beaucoup. Seule alerte pour Toulouse en seconde mi-temps, ce tir de Djelmas contré qui prend eu quelque peu à contre-pied. C'est vrai qu'il manque à Nice Bocandé, Rohr et Oleksiak. À Toulouse, il y a également beaucoup d'absents, notamment Despérou et Durand. Marsico se démène, son tir est relâché par Pifto. Assadourian a bien suivi, le TFC mène logiquement 1-0 à 20 minutes de la fin. Et 2-0 10 minutes plus tard, avec une bonne relance de Kidiatoulin au départ. Une superbe ouverture de Payard et c'est de nouveau Assadourian qui s'en va tout seul pour marquer ce second but. 2 buts d'Assadourian prêtés l'an dernier par le TFC à Guingamp et qui marque ici ses premiers buts en championnat. C'est une victoire du groupe ce soir. Je dirais mes 2 buts font partie du travail qu'on effectue depuis un certain temps, de la malchance aussi malgré tout. Et je crois que ce soir c'est à tous les joueurs qu'il faut dédier cette victoire. Mes 2 buts passent après. 2-0 ne sera pas le score final. En effet, à 1 minute de la fin, Nice réduit l'écart avec un but quelque peu bizarre. En tout cas, c'est Ricord qui inscrit ce but qui ne sert pas à grand-chose. Le TFC respire. Alors on reste dans le football français, mais curieusement à San-Sébastien. Je me trouve actuellement dans le Pays Basque à la recherche de Marian Mako qui a disparu, qui est à la recherche d'un footballeur qui, paraît-il, est français et se distingue à la Real Sociedad. Il est très costaud. Après tout, peut-être s'agit-il de ce monsieur. Allez savoir. Marian Mako. Saint-Sébastien, à 30 km de la frontière française. L'été empiète sur l'automne et le week-end s'étire dans une douceur déconcertante. On lézarde dans la luxueuse station balnéaire en attendant éventuellement le match de la Real Sociedad à 19h30. La plage doit retenir les supporters car 1 heure avant la rencontre, les alentours du stade d'avant-guerre sont presque déserts. Nous sommes en plein cœur du Pays Basque espagnol, ça se voit. Il reste une demi-heure avant le coup d'envoi, mais qu'est-ce qu'ils font? Même les joueurs de Saragosse ne parviennent à s'imprégner de l'ambiance. Heureusement que la télé française sert à les distraire. Ça y est, les tribunes se remplissent dans les 10 dernières minutes de l'attente. Il est vrai que la moitié des 26 000 places sont debout. On annonce les joueurs, tous basques à la Real. Le numéro 8 nous intéresse, Loinaz en français ou Loinaz en basque, Michel ou Miquel pour prénom, un français. Malgré le chiffre 8, avant-centre de la Real Sociedad à 21 ans. Né en Espagne mais français, jamais remarqué auparavant en France, la Real le déniche à 18 ans. J'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 13 ans. J'ai commencé à Camboleve, qui est dans le Pyrénées Atlantique. J'avais joué 5 ans. Là. Après, j'ai changé de club à Hasparren. J'ai joué 1 an. Et la Real Sociedad a contacté le club d'Hasparren de me faire venir jouer ici. Je suis venu faire 2 matchs ici. J'ai joué 2 matchs ici. Et ils m'ont envoyé dans un tournoi international en Suisse avec la Real Junior. Et de là, ils m'ont pris pour 1 an. À l'intersaison, 3 titulaires ont émigré à Barcelone, dont Baquero, le 3e buteur du championnat. En 4 matchs seulement depuis 1 mois, Loinaz marque les 2 buts de la victoire sur le Dukla de Prague en Coupe d'Europe. 2 buts de la tête, c'est sa frappe favorite. Il ajoutera le 2e but de la qualification en Tchécoslovaquie, 3-2 pour le Dukla de Prague, mais qualification de la Real. En championnat, il marque le dernier but du nul 2-2 au Real de Madrid et réussit encore ici contre le Betis de Séville. À la Real Sociedad, les vedettes s'appellent Samora, Arconada et Toshak, l'entraîneur gallois. C'est lui qui a joué la carte Loinaz. Peut-être à cause de la similitude de gabarit, même s'il s'en défend, mais Miquel le distance par son volume musculaire, plutôt dans les normes du rugby. Le seul sport que j'ai fait, c'était le football. La musculation, je l'ai de nature. Une mauvaise langue du club a glissé à Miquel qu'il est passé trop tard d'un entraînement par semaine en promotion de Ligue à Hasparren à 1 séance par jour en 2e division. L'avis d'un pro. Je crois qu'il a un grand avenir. Le plus beau dans le football et le plus précieux, ce sont les buts. Avec le peu de matchs qu'il a déjà joué, il a une belle série de buts. Loinaz doit améliorer son placement et sa technique au sol. Mais puisqu'il tire déjà plus fort de la tête que certains de leurs pieds, comme le dit Toshak, quel atout.
Il est vraiment très intelligent. Il est plus en tout cas que la moyenne. Et il nous montre que sa tête ne sert pas seulement à marquer des buts, mais aussi à penser. Et la bonne chose, c'est qu'il veut bien faire et il réalise qu'il a encore beaucoup de travail devant lui. Ici, Loanaz est le chouchou. Le public scande souvent Michel, Michel à l'italienne, si vous voyez ce que je veux dire. La presse aussi expansive qu'Aturin l'encense. Mikel reste évasif sur son futur parcours en cas de succès. En France, comme en Espagne, toute ville loin des Pyrénées le refroidit. Un militant de l'ETA s'est fait abattre par un policier la veille dans le centre-ville. Si Michel regrette la violence au quotidien, il conserve sa fierté de basque. Être basque, ça veut dire la force. Il est plus fort? Le plus fort, je ne sais pas, mais un des plus forts, oui. Bien, je vous présente maintenant le ballon téléfoot qui vient de sortir. Vous pouvez vous le procurer dans tous les magasins de sport car ce n'est pas un gadget, c'est un vrai de la Légion. Un ballon donc facilement reconnaissable puisqu'il a les couleurs de la chaîne TF1 avec du bleu, du jaune, du blanc et même si je suis piètre jongleur, vous voyez, c'est un ballon qui me convient tout à fait. C'est un petit peu laborieux, mais on fait ce qu'on peut. Une petite page de publicité et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce téléfoot. Catalogue. Suite de cette 15e journée de championnat, Metz s'est fait éliminer, vous le savez, il y a 3 jours, alors que Bordeaux s'est distingué, ce qui fait plutôt l'affaire de Philippe Hinsberger, plus exactement pas vraiment l'affaire d'Hinsberger, mais l'affaire de Touvenel. Vous savez que les victoires appellent les victoires et les défaites, etc. Mais le football est un sport parfois curieux, c'est d'ailleurs ce qui fait tout son charme. On retrouve Marianne Mako à Saint-Symphorien. Metz-Bordeaux, match à l'allure européenne jusque chez les visiteurs de luxe. Jean-Philippe Rohr profite d'une suspension pour venir saluer Marcel Husson. Communément, les équipes de retour en championnat après un tour européen perdent leur match. Dans ce cas, on devrait avoir un match nul. Non, disons que nous, c'est vrai qu'on a fait un match où physiquement on a été éprouvé, très éprouvé. Et la chance qu'on a, c'est de tomber contre une équipe qui a participé aussi à un match de Coupe d'Europe, ce qui fait que je crois que les chances seront à peu près égales. L'avis des vaincus? Nous, on a fait un match où on était physiquement éprouvé, moralement aussi. De toute façon, au championnat, on n'est pas trop à l'aise. Donc, je veux dire, pour nous, il faudrait quand même mieux qu'on prenne 3 points. Nouveauté, premier match de Michel Rio à Saint-Symphorien. Bordeaux est une équipe très forte, donc c'est sûr que c'est pas l'idéal pour commencer à domicile. Mais enfin, on va essayer de faire du mieux possible. Et ça commence du mieux possible avec Jean-Louis Zanon. Toujours lui, sur un coup franc, pour cette fois-ci le fameux Michel Rio. On commence à percevoir ce qui va suivre, mais dans le même quart d'heure, Relmi fixe la défense bordelaise, Hinsberger la rate son tir. Bordeaux réussit alors une montée efficace, Clive Allen reçoit la balle, Romano l'accroche. Quand on le regarde, ça paraît être un penalty. La partie s'équilibre, Rio et Micic deviennent complices, Hinsberger tire, mais Bordeaux contre-attaque avec Tigana. Péan en bonne position reçoit la meilleure occasion du match, passé. Jamais depuis le début de saison, les Messins n'ont autant séduit. C'est l'organisation retrouvée. Bientôt Rio pour Micic. Dans ces cas-là, Rio à nouveau. Et une belle occasion qui passe pas loin. Dernière action bordelaise avant la mi-temps. Tigana pour Allen et sortie de Rodolphe, mais corner de Péan. Et encore une sortie aérienne pour Rodolphe. Les 5 dernières minutes sont comme dans le feuilleton, palpitantes. Hinsberger pour Relmi et Zanon pour la tête de Gaillot. On approche de la fin de mi-temps, corner de Zanon repoussé. Finalement, Rio lance sur Hinsberger, voilà, ça catapulte. But 1-0 pour Metz. Ça ne fait que commencer, ça faisait aussi longtemps qu'on n'avait pas beaucoup vu de buts au stade Saint-Symphorien. Ça fait du bien pour les supporters. La mi-temps reprend et déjà une faute sur Rio va donner un coup franc très important pour Metz. Zanon évidemment le tire et quel but. 2-0 maintenant, Micic va lancer Zanon. Une nouvelle fois, encore une belle collectivité. C'est Romano qui reprend et c'est le deuxième but. On a joué là qu'un quart d'heure dans cette deuxième mi-temps, mais déjà 3-0. La fin sublime. Tir d'Hinsberger, Micic pour Relmi, Micic encore pour Hinsberger, Rio. Bref, pour les Bordelais, de toute façon, ça fait 7 buts en 2 matchs dans le championnat. On manque beaucoup de lucidité, on a perdu tous les ballons, c'est inadmissible. Enfin, je crois qu'il va falloir prendre des sanctions, se remettre très vite en question parce que je pense qu'on part à la dérive là. Metz, à l'inverse, a trouvé sa plaque tournante. Rio et Micic a sauvé sa tête pour sa dernière chance hier soir. Quant aux autres, quelle prestation!
Bien, Diver, vous le savez, le jeune joueur de Caen marque beaucoup de buts, il se distingue, c'est un fait. Diver a un certain talent, fait preuve de courage et de beaucoup de générosité, à l'image de sa formation qui recevait hier soir le Matra Racing sous les yeux de Jean-Michel Larquet. Premier exploit de ce match à mettre à l'actif de M. Pignol qui a réussi à expulser 2 joueurs, Bala pour Caen, Dogon pour le Matra, dans un match d'une correction exemplaire. Deuxième exploit, celui du Matra qui dès le début de la rencontre prend l'avantage, temporisation de Francescoli, balle pour Crimo qui du plat du pied élimine Bensoussan. Intervient alors une longue domination de Caen déclenchée par ce tir de Fabrice Diver sur le petit filet d'Olmeta. C'est ensuite Yvan Le Bourgeois sur une passe de Rix qui se heurte à Pascal Olmeta. Et c'est encore Rix qui trouve Diver. Hélas, pour l'attaquant canet, il manque son contrôle. Au cœur de cette domination, le Matra aurait pu réussir le break. Une longue échappée d'Ompierrez qui, à l'inverse de Crimo, n'évite pas Bensoussan. Et Domergue, bien revenu, sort ce ballon. Un Domergue que l'on retrouve aux avant-postes et qui, de son pied gauche, oblige Olmeta à se coucher. Bref, au repos, le Matra, pour le plus grand plaisir de ses supporters, mène au score. À la reprise, le Stade Malherbe, magnifique de courage, va tout tenter. Une tête de Diver rebondit sur la transversale. Sous la direction de Rix, tous les Normands passaient à l'attaque. Et c'est le milieu de terrain, Christophe Point, qui donne des frayeurs à Pascal Olmeta. Mais réduit à 10, après l'expulsion de Bala, les Normands vont subir une terrible pression. Attention à cette balle travaillée de Francescoli. Attention aussi à ce centre de Fernier, cette volée de Crimo qui percute l'angle du but. Il s'ensuit encore une situation favorable pour le Matra, mais Ompierrez qui tarde est contré par Bensoussan. Sur le corner, encore une chaude alerte, c'est Crimo qui oblige Ben une fois encore à effectuer une superbe horizontale. Intervient alors l'expulsion de Dogon, les forces se rééquilibrent, Papéfal prend un ballon au centre du terrain, centre devant le but d'Olmeta, et qui est là pour glisser le ballon au fond des filets, Fabrice Diver. Encore lui, qui a déjà marqué 5 buts en 7 matchs et qui il y a 2 mois ne connaissait pas la première division. Je n'ai pas la chance de pouvoir exploser les autres années, et puis je crois que c'était surtout une confiance envers les joueurs, et je crois que c'est ce que j'avais pas les années passées, et je crois que cette année tout est bien et tout le monde réussit, donc je crois que c'est le principal. Diver aurait même pu donner la victoire sur une nouvelle frappe, mais l'entraîneur nous arrête se contenter d'un résultat qui confirme le redressement de son équipe. On a souvent plus de chances d'en prendre un deuxième que d'égaliser. Je crois qu'on l'a fait intelligemment, même si le public nous a poussé. Et faire match nul dans ces conditions-là contre une super équipe qui aurait pu aussi bien nous battre, comme on aurait pu la battre. Je crois que ça a été un match plein qui a fait plaisir au public et les 2 équipes sont contentes. Oui, dans une belle ambiance, c'était vraiment un soir de fête hier au Stade Malherbe-Canet.